Bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième séance du webinaire de l'Institut TTI.5 qui sera consacré donc aujourd'hui à un sujet d'actualité beaucoup débattu et nous espérons apporter un éclairage nouveau à travers trois interventions qui vont nous permettre d'abord de euh, jauger le concret sur le terrain dans le cadre euh, de territoires indiens qui nous seront présentés par Farah Benramdan. Puis Brice Laurent abordera les enjeux politiques liés à cette question du déploiement des matériaux dits critiques. Et enfin, Damien Goetz reviendra sur les aspects techniques liés à cette exploitation et aux enjeux industriels sous-jacents. Je vous rappelle la règle, hein, chaque exposé dure une vingtaine de minutes. Et ensuite, vous pouvez, via le chat, poser des questions que je retransmettrai aux intervenants. Et puis, donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, je vous propose d'écouter Farah Benramdan, qui est doctorante à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui va nous parler d'extractivisme et fédéralisme aux États-Unis, l'instrumentalisation des permis miniers sur les territoires cédés aux Ojibwe. Et c'est un travail qu'elle réalise dans le cadre de sa thèse dirigée par Lionel Larrey, qui est président de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, je sais que Farah n'a pas l'habitude d'intervenir dans un contexte où ce sont plutôt des scientifiques qui sont les auditeurs, mais je pense que ça va nous permettre à nous, scientifiques, ingénieurs, de nous ouvrir quelque part les chakras sur les problèmes concrets auxquelles ces communautés font face. Donc Farah, je te laisse la parole, donc si tu veux partager ton écran. Est-ce que ma présentation est en plein écran? Oui, parfait. Parfait. Donc j'aimerais commencer par donc remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement. C'est vrai que l'interdisciplinarité, moi, est vraiment au cœur de ma thèse, donc je suis très contente de partager mes recherches aujourd'hui avec vous. Comme l'indique l'intitulé de ma présentation, ma recherche porte sur la question de la souveraineté autochtone aux États-Unis et l'impact de l'industrie minière sur cette souveraineté qui semble systématiquement remettre en cause la souveraineté par les différentes entités gouvernementales, tant au niveau fédéral qu'au niveau étatique, en faveur de l'industrie minière. Et bien que l'extractivisme soit au cœur de ma recherche, ma manière de l'aborder est plus historique et légale que scientifique, d'où l'intérêt, je pense, d'échanger aujourd'hui dans un contexte très différent de celui des SHS auquel je suis habituée. Donc, j'aimerais commencer par une brève présentation des acteurs et définir les termes clés en jeu dans ma recherche. Donc, tout d'abord, les Ojibwés et les traités. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, les Ojibwés sont une tribu autochtone qui appartient à la communauté Anishinabeg et donc les réserves se situent dans toute la région des Grands Lacs aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, les réserves se trouvent au Minnesota, au Wisconsin et dans le Michigan. Et dans le cadre de ma recherche, je m'intéresse plus particulièrement à celles qui sont au Wisconsin et au Minnesota. Donc, la répartition des territoires est régie selon des traités signés entre 1836 et 1854. Et comme on peut le voir sur la carte, ces traités seront signés à des moments différents selon les différents clans Ojibwe. Le statut juridique des réserves n'est pas tout à fait clair encore aujourd'hui et jusqu'à très récemment en 2020, avec la décision de la Cour suprême des États-Unis, McGirt versus Oklahoma, l'étendue de la juridiction autochtone et donc de la souveraineté autochtone est encore débattue. Ce qui est clair cependant, c'est la valeur juridique des traités signés entre ces tribus et le Congrès américain au cours des 2 derniers siècles. Selon la Constitution américaine, les traités doivent être considérés comme loi suprême régissant le territoire. Ils se trouvent au sommet de la pyramide légale, puisque l'organisation fédérale du territoire sous-entend la suprématie de tout accord signé entre le gouvernement états-unien et une nation souveraine. En 1832, la Cour suprême publie la décision Worcester versus Georgia, dans laquelle le juge président de la Cour suprême réaffirme la souveraineté autochtone des tribus. Cependant, un problème persiste, c'est celui des territoires cédés.
Et en effet, lors de la rédaction des traités, le Congrès américain inclut une mention spéciale concernant les reserved rights ou droits réservés qui maintiennent aux tribus le droit de chasser, pêcher et cultiver la terre sur les territoires cédés aux États-Unis. Et on retrouvera cette mention dans les trois traités régissant la répartition du territoire de 1837, 1842 et 1854. Donc, les droits réservés, selon le droit fédéral indien aux États-Unis, ne doivent pas être interprétés comme des droits accordés aux tribus, mais bien comme des droits gardés comme trace de la souveraineté précoloniale. Cette distinction est importante en droit, puisqu'elle sous-entend donc que les tribus ont conservé un degré de souveraineté sur les territoires cédés au gouvernement. Et c'est dans ce contexte particulier que vient s'inscrire ma recherche sur la question des permis d'extraction situés sur les territoires cédés. La question centrale à ma recherche s'articule autour de deux axes. Le premier concerne le processus de demande de permis d'extraction et pourquoi celui-ci n'inclut pas les tribus autochtones quand la mine est située sur des territoires cédés sur lesquels les tribus ont des droits réservés. Et la deuxième, plus complexe, porte sur les raisons pour lesquelles les agences étatiques chargées de délivrer les permis semblent systématiquement favoriser l'industrie minière au détriment du droit fédéral et de la souveraineté autochtone. Donc aujourd'hui, comment fonctionnent ces demandes d'extraction aux États-Unis et quels sont les agents chargés de délivrer le permis? Donc, la première étape à toute demande est l'élaboration d'une étude préliminaire d'impact environnemental. Celle-ci est régie par l'Agence fédérale de protection de l'environnement, ou EPA, dont la charte établit une liste de critères auxquels les études préliminaires doivent répondre. Parmi ces critères, on retrouve la nécessité de démontrer que le projet n'aura pas d'impact irréversible sur les ressources environnantes et surtout que le projet n'empêchera pas la pratique d'une activité par l'État fédéral, par l'État où se trouve le projet ou par une entité tribale. Bien que plusieurs agences soient impliquées dans le processus, les agences fédérales n'ont qu'une implication au niveau préliminaire du processus et la décision finale ne dépend que du département des ressources naturelles de l'État dans lequel le projet se situe. Donc, comme vous pouvez le constater sur le slide, à aucune des étapes, l'implication des représentants tribaux n'est envisagée et les audiences publiques après publication des rapports d'impact environnemental ne constituent bien souvent qu'une étape administrative. Et quelle que soit l'opinion publique et ou l'opposition des conseils tribaux, les départements des ressources naturelles ne sont absolument pas dans l'obligation de prendre en compte ces revendications lors de leur prise de décision. Et de ce déroulement découlent plusieurs problèmes, et tout d'abord la question de la souveraineté et des droits réservés sur les territoires cédés. Et il y a un exemple frappant qui permet de mettre en lumière les problèmes qui découlent de cette organisation du processus de demande de permis d'extraction. En 1976, Exxon annonce avoir découvert un des plus gros gisements de cuivre et de nickel de la région à Crandon, au Wisconsin. Il dépose très rapidement une demande de permis auprès du département des ressources naturelles du Wisconsin qui valide le projet. Seul problème, la mine si validée se situerait au cœur de la région dans laquelle plusieurs tribus Ojibwe et Potawatomi cultivent le riz sauvage et la pratique de la pêche du doré jaune. Ces pratiques sont fondamentales pour la tribu puisque le riz sauvage, ou manumine en langue anishinaabe, et le doré jaune ou oga sont à la fois au cœur de l'économie Ojibwe, mais aussi des pratiques cérémoniales de la tribu. Dans l'étude d'impact environnemental, le riz sauvage sera qualifié de a bunch of lake weeds, donc de seulement quelques mauvaises herbes, niant ainsi l'importance de la culture pour la tribu. Le département ne corrigera jamais cette mention et la réserve des Mollett Lake n'aura pas d'autre choix que de porter plainte contre Exxon après presque 10 ans de réclamation auprès du département des ressources naturelles. Entre-temps, un autre clan Ojibwe, la réserve Lac-Courte-Oreille, avait fait appel à une décision de la Cour de première instance du Wisconsin qui avait annoncé que les droits Ojibwe sur les territoires cédés avaient cessé lors de la création des États du Wisconsin et du Minnesota. En 1983, la Cour d'appel casse la décision de la Cour de première instance et réaffirme ainsi la souveraineté Ojibwe sur les territoires cédés et le droit de la chasse, la pêche et la culture du riz sauvage. Cette décision, qu'on appelle la décision Voigt, marque le début de la résistance Ojibwe dans la région et s'inscrit dans la continuité des mouvements de plus en plus importants de justice environnementale. Et en 1988, l'alliance de l'organisation activiste Wolf Watershed Alliance et des clans Ojibwe force le département
des ressources naturelles a attribué à la rivière Wolf, située à un peu plus de 2 km du projet de la mine Crandon, le statut de ressources naturelles protégées, ajoutant un nouvel obstacle à la mine. Et il aura fallu plus de 12 ans de pression sur l'agence étatique afin d'obtenir ce statut. La réaffirmation des droits réservés sur les territoires cédés, ainsi que le nouveau statut particulier de la rivière la plus proche du projet, signifie alors pour Exxon que la compagnie est désormais dans l'obligation de renouveler sa demande de permis pour inclure une nouvelle étude d'impact environnemental qui prend désormais en compte l'existence d'une pratique tribale sur le territoire visé par le projet. Le département des ressources naturelles continuera pourtant de valider les permis d'extraction et le conflit continuera pendant près de 15 ans jusqu'au découragement d'Exxon et des compagnies suivantes qui récupéreront le projet face à la résistance au Ojibwe. La mine de Crandon soulève donc la question d'une collaboration nécessaire entre les agences étatiques telles que les départements des ressources naturelles et les tribus dont les droits sont directement menacés et impactés par les mines. Dans le cas de Crandon, le département était au courant de la décision Voigt et de la réaffirmation des droits réservés et surtout du danger potentiel de la mine sur les cultures de riz sauvage, sur la pêche du doré jaune et sur l'état de la rivière Wolf. Alors, pourquoi avoir validé le projet jusqu'au retrait d'Exxon, puis des compagnies suivantes? Et c'est une question sur laquelle je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. Le besoin de recourir systématiquement aux cours de justice afin d'obtenir gain de cause sous-entend donc un malfonctionnement du processus de demande de permis. Et cet exemple-là de Crandon n'est qu'un parmi les dizaines de procès dans lesquels les Ojibwés sont impliqués pour faire respecter leurs droits réservés. Beaucoup plus récemment, Polymet, une compagnie minière canadienne, a déposé une demande de permis pour un projet situé près de Babbitt au Minnesota, qui fait partie du territoire cédé au Ojibwé de la réserve Fond du Lac. Sur la carte, tout ce qui est gris foncé, y compris où se situe le projet Polymètre, constitue le territoire cédé. Et depuis 2020, les deux agences étatiques principales chargées de délivrer les permis ont été traduites en justice plus de 3 fois par la réserve Fond du Lac avec l'aide du Minnesota Center for Environmental Advocacy. En 2021, le département des ressources naturelles s'est vu contraint de retirer le permis qu'il avait accordé à la compagnie par la Cour suprême du Minnesota, après que plusieurs témoignages d'experts aient remis en cause la validité des études d'impact environnemental. La même année, l'Agence de contrôle de la pollution du Minnesota a elle aussi dû retirer son aval qu'elle avait donné à Polymètre après que la Cour suprême ait mis en lumière le fait que l'agence avait connaissance d'un rapport de la compagnie destiné à ses investisseurs dans lequel Polymètre annonçait l'expansion massive de son projet et un rapport qui aurait dû, selon les procédures de l'Agence de contrôle de la pollution, changer les critères nécessaires à inclure dans l'étude d'impact. Et enfin, cet été, la Cour suprême a de nouveau contraint l'agence à retirer son aval car elle aurait ignoré plusieurs alertes de ses experts concernant les taux de contamination de l'eau. Ce procès a aussi permis de mettre en lumière une possible tentative de corruption de la part de l'Agence de protection environnementale du Minnesota qui aurait demandé aux experts de l'Agence fédérale de protection de l'environnement de ne pas écrire leurs inquiétudes dans leur rapport et de plutôt les dicter au téléphone à l'agence étatique. Cette tentative avait pour but de ne laisser aucune trace écrite dans les rapports distribués aux audiences publiques auxquelles la réserve Fond du Lac prévoyait de participer. Ces circonstances inquiétantes révèlent une volonté de la part des agences étatiques de systématiquement favoriser les projets au détriment du droit fédéral. Et cette présentation s'inscrivant au sein d'un projet plus large de recherche sur les questions de remise en cause des souverainetés autochtones, j'ai pour l'instant plusieurs pistes de réponse quant à la raison pour laquelle les agences agissent de cette manière. Et la première découle d'un constat fait lorsque j'ai étudié l'administration des agences, leur fonctionnement, l'attribution du budget, par qui, pour qui, l'histoire de la vie politique des États, etc. Voilà un exemple. En 1981, une figure emblématique de la vie politique du Wisconsin, Tommy Thompson, qui deviendra quelques années plus tard gouverneur du Wisconsin, annonce lors d'un discours devant le Parti républicain son opposition ferme à la réaffirmation des droits Ojibwe. Et c'est une opinion qui visiblement était partagée par l'ensemble de ses collègues républicains. Fervent défenseur de l'industrie minière, lors de son élection au poste de gouverneur, il nomme James Clauser secrétaire du département de l'administration du Wisconsin. Le département est chargé d'attribuer le budget du département des ressources naturelles et sa nomination aura une influence dramatique sur les décisions de l'agence.
James Clauser était jusqu'avant sa nomination le chef du lobby d'Exxon. Et j'ai inclus dans les slides un lien vers un article de journal d'archives dans lequel il se justifie de sa position. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à lire l'article, c'est très intéressant. Il restera en poste jusqu'en 1996 et donc durant toute la période du conflit opposant la tribu Ojibwe à Exxon. Sa nomination coïncide donc parfaitement avec les années durant lesquelles le département des ressources naturelles validera systématiquement tous les permis d'Exxon, malgré la décision Voigt et la réaffirmation des droits réservés, et m'a donc amené à m'interroger sur la relation entre politique, profit et souveraineté autochtone, qui illustre parfaitement la nomination d'un ancien chef de lobby de l'industrie minière à un poste d'influence sur les questions de protection de l'environnement. La deuxième piste concerne la volonté plus générale constatée depuis plusieurs années des États de réaffirmer leur suprématie et souveraineté au détriment de celle des communautés autochtones. Donc, la décision McGirt versus Oklahoma que j'ai mentionnée au début de ma présentation illustre bien la volonté des États à anéantir l'existence d'une souveraineté tribale. Lors du procès McGirt, l'État d'Oklahoma présente une vision anhistorique du droit fédéral et montre bien la complexité de l'organisation fédérale des États-Unis qui met en compétition plusieurs niveaux de souveraineté, donc fédérale, étatique et tribale. Et cette décision marque un tournant important dans le droit autochtone car les décisions de la Cour suprême constituent la jurisprudence du pays. Et lorsque la Cour suprême rejette l'argument de l'État d'Oklahoma comme quoi la souveraineté tribale avait cessé d'exister avec la création de l'État et réaffirme donc la souveraineté autochtone en 2020, l'autorité de cette décision s'étend à l'ensemble des tribus disposant de traités fédéraux, et y compris les Ojibwés. La prochaine étape de ma recherche est une mission de terrain que je prépare actuellement pour le mois de mai 2024, durant laquelle j'envisage d'étudier la manière dont la tribu Ojibwe s'est organisée depuis la décision Voigt, afin de pallier aux manquements qu'elle subit. Et je prévois notamment de m'entretenir avec le Great Lakes Indian Fish and Wildlife Commission, qui est la première agence intertribale et interétatique dont l'objectif est la revue des études d'impact environnemental par leurs propres experts, parfois, très rarement, en collaboration avec le département des ressources naturelles et dans la plupart des cas, après publication des rapports d'impact environnemental par les départements des ressources naturelles, afin que les leaders tribaux aient accès à des études qu'ils considèrent non biaisées. Voilà. Et le glyphe sera vraiment au cœur de la troisième partie de ma recherche et constitue véritablement une nouvelle manière pour les conseils tribaux de se réapproprier ou de s'approprier le processus qui jusqu'à présent les excluait complètement des demandes de permis. Et j'espère avoir l'occasion de participer à un nouveau webinaire, peut-être pour voilà, vous apporter les éléments que j'ai découverts pendant cette mission de terrain. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Farah. Je vais peut-être, donc en attendant qu'il y ait des questions qui s'expriment, te demander une première chose, c'est-à-dire euh, quand tu prends le cas de ce républicain qui dénonce quelque part la souveraineté tribale, je me demande si finalement l'opposition, elle est d'abord sur cette historique de cessation de ces zones, ou si le côté environnemental est prépondérant par rapport à l'enjeu d'extraction qu'il y a derrière. Est-ce que voilà, comment tu situes les deux éléments? En fait, alors j'ai pas pu tout inclure parce qu'il y a beaucoup de contexte à cette affaire-là, mais en fait, pendant son discours, quand il affirme son opposition, en fait, ça fait déjà 10 ans que la tribu demande la réaffirmation de leurs droits sur ces territoires-là, et ça fait déjà 10 ans qu'Exxon demande un permis. Et en fait, son opposition, elle vient directement directement
Alors, il le dit pas, hein, mais il se présente vraiment comme un personnage emblématique de l'extractivisme au Wisconsin. C'est vraiment une période de développement dans cette zone-là. Et quand il affirme son opposition à la réaffirmation des traités du 19e siècle, il le fait vraiment pour permettre à Exxon de faire valider son permis. Et on le verra vraiment très rapidement quelques années plus tard quand il va nommer James Clauser comme secrétaire du département d'administration. Alors on peut le voir comme un hasard, mais le fait d'avoir nommé un ancien chef de lobby d'Exxon en charge du département qui va attribuer le permis, c'est pas anodin, je pense. Voilà, la question de l'extractivisme est vraiment prépondérante, même dans sa campagne pour devenir gouverneur. Et donc une autre question, c'est par rapport à l'idée que aujourd'hui, sur les enjeux environnementaux, on voit émerger quand même beaucoup de recommandations de prendre en compte les communautés autochtones dans l'évaluation des impacts des différents projets. En tout cas, au niveau scientifique, il y a énormément de projets de recherche qui ne sont acceptés que sous réserve qu'ils incluent des représentants des communautés. Et donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as vu? Alors, je ne sais pas si tu es allé plus large que ces tribus sur lesquelles toi tu consacres ta thèse, mais sur le continent nord-américain, est-ce que ce que tu nous relates, c'est quelque chose qui se généralise finalement, cette opposition entre des lobbies très forts et un droit qui peine à subsister? Ou alors est-ce que la tendance que je donne, que moi j'ai pu observer dans des nouvelles contraintes en termes de déploiement de projet, c'est quelque chose qui existe quand même? Oui, alors c'est quelque chose qui est de plus en plus important et qui est de plus en plus mentionné, mais il y a un petit obstacle aux États-Unis, c'est euh, la presque impossible communication entre l'État et les tribus, parce que les tribus sont considérées comme des nations étrangères au niveau de la Constitution. Elles ont une ligne de communication qu'avec l'État fédéral, donc avec l'EPA, l'Agence de protection environnementale fédérale, elles sont en communication, mais par contre, l'EPA ne peut pas forcer les agences étatiques qui, elles, n'ont aucune ligne de communication avec les tribus, à les inclure. Par contre, elles peuvent le faire et de plus en plus elles le font. Moi, sur les deux États où se trouvent les Ojibwés, au Minnesota, le département des ressources naturelles travaille activement avec le glyphe que j'ai mentionné dans ma présentation. Donc, ils sont en collaboration quelquefois. Par contre, au Wisconsin, pas du tout. Donc, ça fait partie de mes questions pour ma mission de terrain. C'est pourquoi dans un État, le département accepte de collaborer, pourquoi dans l'autre, il n'accepte pas, et pourquoi est-ce que au niveau fédéral, on ne pourrait pas implémenter quelque chose pour forcer les États à collaborer directement. Mais par contre, oui, de manière plus générale, il y a beaucoup plus de collaboration avec les entités tribales parce que les entités tribales aussi se sont alliées à beaucoup de groupes euh, scientifiques, d'experts qui travaillent ensemble dans un même objectif de protection de l'environnement parce qu'au final, ils ont souvent les mêmes objectifs. Donc oui, il y a un mouvement. Merci. Je vais te répercuter les questions. Alors, la première de Marie Codet qui te demande si la résistance des Ojibwés contre les projets miniers se fait simplement par la voie légale ou s'ils ont d'autres moyens de lutte qu'ils déploient. Alors, ils ont des groupes d'activistes qui passent, bah, comme tous les groupes, par l'organisation d'événements. C'est pas que par la voie légale. À Crandon, ils ont fini par acheter le terrain où se situent les gisements. En 2004 ou 2006, ils ont acheté la propriété. Ils ont réussi à convaincre la dernière compagnie qui était propriétaire des gisements de leur vendre. Et ils ont utilisé les fonds d'un casino qu'ils ont ouvert au Wisconsin.
pour acheter la propriété. Donc, c'est pas que par la voie légale. La voie légale, c'est la plus simple pour faire réaffirmer leurs droits. Mais voilà, ça passe aussi par les casinos, l'économie, les organisations intertribales, interétatiques qui rachètent certaines propriétés pour s'assurer qu'elles ne soient pas développées. Voilà, c'est les deux techniques les plus courantes, en tout cas, pour pallier au projet. Une autre personne, Patricia, te demande si au Canada, les Ojibwés font face au même déni démocratique. S'ils sont... Euh, Est-ce qu'ils sont présents sur le territoire canadien déjà? Oui, ils sont Et présents sur. En fait, ils sont vraiment à la frontière entre Minnesota, Michigan, Wisconsin et au Canada. C'est aussi une communauté Anishinaabe. Alors, je suis beaucoup moins. Je m'y connais beaucoup moins en droit et organisation au Canada, mais je sais que les mêmes problématiques, on va retrouver les mêmes problématiques que ce soit au Canada ou aux États-Unis quant à la souveraineté autochtone face à une souveraineté. En fait, le compétition de souveraineté, c'est deux nations sur un territoire qui vont revendiquer leurs droits sur une même zone géographique. Après, je ne serais pas capable de rentrer dans le détail de la légalité de l'organisation et des revendications au Canada, mais ils sont présents et c'est généralement les mêmes problématiques. Oui. donc les dernières questions qui viennent de Guillaume Busato de RTE qui te demande comment la coloration plus républicaine de la suprême depuis Trump pourrait faire évoluer sa position sur l'attribution de permis d'extractivisme et comment l'arrivée de Biden a pu modifier ou pas cette évolution. Pour le climat, par exemple, bien que Biden ait remis les USA dans l'accord de Paris, les USA ont battu les records d'extraction de pétrole en 2023. Alors, l'arrivée de Trump a changé les choses parce que jusqu'à Trump, il y avait tous les ans ou tous les 2 ans l'organisation d'une grande conférence avec les représentants des tribus reconnues fédéralement que Trump a refusé d'organiser, où c'était le moment où les leaders tribaux échangeaient avec les leaders de l'État fédéral sur toutes les questions de souveraineté, de le droit à l'autodétermination de ces peuples, tout ça. Donc Trump a refusé. Pour l'extractivisme, il a fait passer une loi qui était le fast track qui permettait aux projets miniers de fast track, donc aller beaucoup plus vite en fait dans leur demande de permis. Et par rapport à la Cour suprême, ça dépend pas toujours en fait des présidents, hein, puisque la nomination à la Cour suprême, elle est à vie. Donc les juges nommés à la Cour suprême resteront pendant super longtemps, même presque des décennies après avoir été nommés par un républicain ou un démocrate. Et l'année dernière, la Cour suprême a enlevé à l'EPA, donc à l'Agence de protection de l'environnement fédérale, le droit de forcer les compagnies à publier certains de leurs rapports d'études d'impact environnemental. Donc il y a forcément un lien toujours entre les décisions de la Cour suprême et ce qui se passe. Pour l'instant, Biden n'a pas eu d'influence particulière sur la Cour suprême et sur les juges de la Cour suprême, puisque voilà, l'année dernière, rien que l'année dernière, on a eu cette décision par rapport à l'EPA qui va sûrement avoir des conséquences dramatiques pour les tribus et les territoires cédés où pour l'instant il y a des projets miniers. Et enfin, dans quelle mesure est non-respect des droits des populations, le non-respect des droits des populations autochtones pourra avoir une incidence sur les obligations de devoir de vigilance d'acteurs industriels européens? Dans quelle mesure? Alors, est-ce que tu peux répéter la fin de la question? Sur l'incidence que finalement cette gestion des droits des populations autochtones peut avoir sur les obligations et devoirs de vigilance des acteurs industriels européens. Alors, je ne sais pas si Guillaume entend du fait qu'ils se déploient sur les mêmes territoires ou...
dans la façon de procéder peut-être dans d'autres régions où les problèmes pourraient être similaires. Bah, je pense que là, c'est toute la partie où je parlais en fait du recours systématique au droit et aux cours en fait de justice, le fait de faire reconnaître leurs traités qui sont souvent oubliés, hein. Même les États eux-mêmes, c'est ce que je disais, même les États eux-mêmes souvent et les juges de première instance affirment que les traités ne sont plus valables alors que c'est des traités qui sont au même niveau que la Constitution normalement, hein, c'est des traités fédéraux. Faire reconnaître les traités et faire appliquer en fait les amendements qui sont dans les traités sur les territoires cédés. Par exemple, c'est ce qu'ils ont fait à Crandon au début, hein, en disant c'est notre territoire cédé, il y a une pratique tribale dont la survie de la tribu dépend. Ça rajoute forcément pour les compagnies minières un obstacle en fait quand ils demandent un permis. Ça leur rajoute une obligation de démontrer dans les études d'impact environnemental, selon la charte de l'EPA, que le projet n'aura aucune incidence sur la pratique de la pêche, de la culture du riz sauvage. Et bien souvent, c'est impossible pour ces compagnies-là. Donc, forcément, il y a un lien direct entre faire reconnaître les droits autochtones et pallier à certains projets qui pourraient être dramatiques pour les tribus. Farah, je te remercie beaucoup et on va élargir en fait la discussion en écoutant maintenant Brice Laurent, donc, qui est au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines de Paris, directeur de la direction sciences sociales, économie et société de l'ANSES, et qui va nous ouvrir sur la question des choix politiques par rapport à cette matérialité que nous constatons de ces choix de transition. Merci Brice. Alors je te laisse Oui, partager ton écran. La parole. merci beaucoup Nadia et merci à toute l'équipe d'organisation. Alors pour partager, il faut d'abord que je me mette en plein écran ici. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Très bien. Donc, effectivement, je vais partir sur cette question de la matérialité de la transition. Comme disait Nadia, c'est un sujet qui est extrêmement débattu aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde se rend bien compte que pour assurer la transition, on a besoin d'éléments matériels et notamment de minéraux. Et puis avec ça, toutes sortes de questions politiques. Juste pour dire que cette présentation, je me situe là dans le cadre d'un projet qui vient de démarrer au CSI. C'est un projet qui s'intéresse aux différentes façons d'anticiper les usages futurs du sous-sol dans un contexte de transition, en essayant de situer, enfin, de comprendre qui sont les acteurs qui anticipent, pour quelles conséquences, et est-ce qu'il y a différentes façons d'anticiper. Tout ça, c'est dans le cadre d'un grand programme de recherche qui s'appelle un PEPR, sous-sol bien commun. Alors, mon point de départ, c'est un peu de dire justement que cette matérialité de la transition, elle est maintenant très très visible, et notamment un des lieux où elle s'est bien rendue visible, c'est tout à fait connecté à ce que disait Farah dans sa présentation. Euh, c'est tout ce qui a trait aux impacts, disons, très très asymétriques quand même de la transition quand on regarde les conséquences de l'extraction pour fabriquer des technologies de la transition. Et puis avec quelque chose d'assez simple, c'est que finalement, les utilisateurs des technologies de la transition sont pas forcément les mêmes que ceux qui subissent les effets de l'extraction nécessaires à cette transition. Donc, un des points qui a été très discuté à la fois dans les débats publics, dans les instances internationales et puis aussi dans la littérature scientifique, en géographie, en anthropologie ou dans d'autres disciplines des sciences humaines, c'est tout ce qui a trait à l'extraction du lithium pour l'usage des batteries. Et où donc des auteurs ont pu parler, comme vous le voyez dans les titres de ces articles, d'aspects coloniaux, néocoloniaux, post-coloniaux, de la transition, de l'électromobilité verte. Certains leaders des communautés autochtones parlent de colonialisme vert. Et vous voyez bien l'idée, c'est que pour profiter à la transition des pays du Nord, eh bien, on a besoin de technologies. Et pour faire fonctionner ces technologies, eh bien, on va les chercher dans le Sud, dans des conditions environnementales ou sociales qui sont peu satisfaisantes. Alors, ce constat-là, il est fait aussi pas seulement par les acteurs autochtones ou des chercheurs qui travaillent sur des communautés dans les pays du Sud,
Il est fait aussi de plus en plus dans les pays du Nord, et notamment en France. Un des ouvrages qui a eu beaucoup de succès ces dernières années, c'est l'ouvrage d'un journaliste qui s'appelle Guillaume Bitron, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La guerre des métaux rares, et qui met l'accent sur le fait que pour développer les énergies vertes, eh bien, on a besoin de métaux, de minéraux, et en particulier de terres rares, que bien souvent, les pays occidentaux, et la France et l'Europe en particulier, vont chercher ailleurs dans le monde, et particulièrement dans les pays du Sud ou en Chine. Alors, ces constats-là, ils ont donné lieu à un ensemble d'initiatives politiques en France et en Europe. Et ce que je vais faire dans une bonne partie de ma présentation, c'est que je vais partir de ces initiatives récentes pour essayer de comprendre quelle vision de la transition, finalement, ces initiatives promeuvent. Alors, celle à laquelle je vais m'intéresser le plus dans cette présentation, c'est une récente initiative européenne, le règlement sur les matériaux critiques. Mais avant ça, c'était juste pour vous signaler que, évidemment, c'est pas seulement en Europe que ça se passe, en France également. Vous avez peut-être vu passer ce rapport qui a maintenant 2 ans, un rapport écrit par Philippe Varin et qui met le doigt sur l'importance de la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières minérales pour répondre à des objectifs de transition. Vous voyez déjà que sur ce rapport, finalement, on a déjà un peu déplacé le problème. Là, il y a bien un problème de matérialité de la transition, mais ce problème, c'est celui de la sécurisation de l'approvisionnement. C'est également cette version-là du problème qui est mise en évidence par la législation européenne sur les matières premières critiques, qui a donné lieu à une proposition de la Commission européenne en mars de l'année dernière. Il y a eu des allers-retours avec le Conseil et le Parlement, et ces allers-retours se sont achevés en décembre de l'année dernière, donc en décembre 2023. En tout cas, ce qui n'a pas changé durant toute l'année, c'est donc déjà le titre. Donc, ça, c'est le titre du communiqué de presse, mais vous voyez l'idée. Il faut garantir des chaînes d'approvisionnement sûres et durables pour l'avenir écologique et numérique de l'Union européenne. C'est un texte qui est très long, donc je ne vais pas le présenter en entier, mais je voulais quand même vous donner quelques éléments pour avoir une idée de ce qu'il y a dedans. Vous voyez que l'idée, c'est sécuriser la chaîne d'approvisionnement, donc s'assurer que une bonne partie des différents éléments de la chaîne, l'extraction, la transformation, le recyclage aussi, que tout cela ait lieu en partie, en tout cas, en Europe. Et puis, pour ce qui n'a pas lieu en Europe, s'assurer que les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques sont justement sécurisées. Alors, la sécurisation, ça passe par exemple par la diversification, pardon, de l'approvisionnement. Vous le voyez notamment, c'est le quatrième petit point, là, pas plus de 65% de la production annuelle, de la consommation annuelle de chaque matière première stratégique doit provenir d'un seul pays tiers. Alors, qu'est-ce que c'est les matières premières critiques ou stratégiques dans ce texte? Alors, le texte, si vous le trouverez facilement sur le site des institutions européennes, vous verrez que dans ces annexes, il comprend des listes. Alors, il y a par exemple une liste des matières premières stratégiques. Vous y retrouvez notamment le lithium de qualité batterie, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a aussi le graphite, le nickel, etc., etc. Ce qui m'intéresse là, c'est pas de rentrer dans le détail de chacune de ces matières premières, mais je voulais vous donner, en gros, donner quelques éléments sur comment résonnent en fait les institutions européennes quand elles font ces listes. Alors, elles définissent des matières premières stratégiques, et puis là, c'est assez intéressant parce que effectivement, qu'est-ce qui fait que c'est stratégique? Ben, c'est le lien avec les transitions écologiques et numériques. Donc déjà, on peut s'interroger un peu sur le lien entre les deux. Est-ce que tout ce qui est écologique et numérique et vice-versa, c'est pas du tout évident? Et puis, on ne parle pas que de transition, hein. On peut être stratégique quand on a des applications dans le secteur du spatial ou dans le secteur de la défense. Ensuite, le caractère stratégique, vous le voyez, ça dépend de la quantité de technologie, quantité de matières premières et puis de la demande. Parmi ces matières premières stratégiques, certaines sont qualifiées de critiques. Alors ça, c'est une autre citation du texte européen. Pourquoi ces matières premières non énergétiques et non agricoles sont jugées critiques? Eh bien, elles ont une importance économique élevée, mais aussi risque élevé de pénurie. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que, là encore, référence à la transition écologique et numérique, là encore, question un peu entre les deux. Et puis, il n'y a pas que ça.
également application dans les secteurs de l'espace et de la défense. Donc, vous voyez que là, on a un choix politique qui est quand même explicite, hein. On parle de sécurisation de l'approvisionnement. Donc, le raisonnement, c'est on définit des matériaux stratégiques et critiques à partir d'un certain état de la demande et de l'offre. On évalue où sont ces matériaux, et notamment en Europe. Donc, dans le texte, on dit il faut avoir développé les connaissances sur les ressources du sous-sol. Et puis ensuite, et ça, je ne vous ai pas montré les extraits, mais je vous le dis maintenant, dans le texte, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a un rôle pour l'État, en tout cas pour les pouvoirs publics, c'est créer les conditions pour l'investissement. Il s'agit de faciliter ce que le texte appelle des projets stratégiques. Dans les projets stratégiques, c'est des projets justement qui permettent d'extraire les matières premières stratégiques en Europe. Et comment on peut les faciliter? Eh bien, le texte dit, si un promoteur de projet stratégique arrive à démontrer que justement il est stratégique, eh bien, l'Europe va dire, il faut accorder un permis plus facilement, il faut qu'il soit en haut de la pile pour l'examen des permis, il faut qu'il bénéficie d'un régime de faveur, on va dire, pour l'acceptation du projet. Et puis justement, le deuxième point pour créer les conditions pour l'investissement, il faut assurer l'acceptation. Alors, acceptation, dans la version française du texte, c'est le terme qui est utilisé. Dans la version anglaise, c'est acceptability qui est utilisé. Alors, parfois en français, c'est vrai qu'on dit acceptabilité. Vous voyez bien l'idée. Le texte se dit, pour que ça marche, il faut que les gens acceptent. Si il y a des résistances de la part, notamment des riverains des projets miniers, eh ben, on n'arrivera pas à le faire. Une des conditions pour l'investissement, c'est d'assurer l'acceptation. Et d'ailleurs, les projets ne peuvent être considérés comme projets stratégiques que s'ils comprennent un plan capable d'assurer l'acceptation du projet. Le texte ne dit pas exactement ce qu'il doit y avoir dans son plan, mais en tout cas, on voit bien l'importance du sujet. Donc ce texte, il a donné lieu à énormément de énormément de réactions plus ou moins enthousiastes ou plus ou moins critiques. Je vais vous donner deux exemples de réactions critiques. Une première réaction critique, enfin, à la fois intéressée et critique de la part d'Allianz, donc un assureur. Le titre est assez parlant, je trouve, hein. Is Europe ready to go back to the future? C'est-à-dire revenir à un moment où on faisait vraiment de l'exploitation minière en Europe. Mais ce que dit aussi Allianz, c'est que, par exemple, il faudrait avoir des relations diplomatiques beaucoup plus étroites avec les pays tiers pour bien sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Mais cette évaluation critique ne remet pas du tout en cause la façon de raisonner du texte européen. Une autre réaction critique qui est intéressante, c'est celle d'une fédération européenne d'associations de protection de l'environnement. Donc ça, c'est une réaction, donc vous voyez le titre, hein, c'est a mixed bag, donc c'est assez mitigé, disons, comme évaluation. Dans cette réaction, cette fédération européenne se satisfait d'une certaine chose, se satisfait du fait que suite aux négociations avec le Parlement et le Conseil, finalement, et ça fait écho à ce dont on parlait tout à l'heure, le texte inclut des considérations relatives aux droits des peuples autochtones. Donc l'Europe s'engage à dire on ne traitera avec des pays tiers que si les projets dans les pays tiers respectent la charte internationale des peuples autochtones. Néanmoins, cette réaction critique, elle souligne un point tout à fait intéressant. Elle nous dit, bah, en fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas du tout même de cible concrète pour réduire la demande en consommation de matières premières. Et c'est vrai que cette critique, ça nous amène à réfléchir à finalement, alors je vous ai dit, il y a un choix politique qui est très très explicite, hein. Il faut sécuriser les chaînes d'approvisionnement, il faut que l'Europe ait une vraie politique de sécurisation des matières premières critiques. Mais cette dernière remarque du Bureau européen de l'environnement, ça nous amène à réfléchir à finalement la politique un peu implicite de cette initiative, toutes les hypothèses sous-jacentes qui sous-tendent la réflexion des institutions européennes. Première hypothèse, c'est qu'on part d'une demande en minéraux existante, liée à la transition ou pas, hein. Vous voyez que c'est aussi lié au numérique et lié à d'autres types d'applications. Et puis on va chercher les ressources. Ensuite, on accorde un rôle pour la puissance publique, celui de dérisquer l'investissement privé. Alors, j'utilise un terme qui est utilisé maintenant par les sociologues de l'économie qui parlent de de-risking state, c'est-à-dire une façon d'envisager le rôle de l'État comme préparant le terrain, on pourrait dire, pour l'investissement privé, en facilitant l'investissement privé. Troisième hypothèse, une importance très très forte des critères environnementaux et sociaux. Vous verrez que dans le texte, les critères environnementaux et sociaux des projets sont considérés comme des priorités.
mais avec quand même une ambivalence intéressante qui est celle de la notion même de risque social. Quand dans le domaine minier, comme dans d'autres domaines industriels où il y a de l'investissement, on parle de risque social, il y a un peu il y a un peu deux aspects. C'est risque qu'un projet fait courir à la société, mais aussi risque que la société fait courir au projet. Du point de vue d'un investisseur, c'est plutôt cette deuxième version qui est acceptée, c'est-à-dire de se dire mon projet risque d'être menacé par des réactions sociales trop violentes. Alors, l'espoir du texte européen, c'est qu'il y ait alignement. C'est qu'en étant sûr que le projet ne perturbe pas la société, n'ait pas de conséquences trop négatives pour la société, eh bien, on assurera le fait que la société ne menace pas le projet. Il y a l'espérance, là, d'un alignement entre les deux versions du risque social. Néanmoins, cet alignement, il est quand même un peu problématique, et c'est là où finalement la quatrième hypothèse sous-jacente à ce mode de raisonnement, qui est il faut assurer l'acceptation, eh bien, elle est quand même pas cette hypothèse-là, cet impératif de l'acceptation, il est quand même pas complètement gagné, parce que si on reprend les trois hypothèses une par une, alors je vais les prendre dans l'ordre inverse, en commençant par les ambivalences du risque social, ce qu'on voit bien quand même, c'est que l'espace de raisonnement de l'investisseur, c'est pas tout à fait le même espace de raisonnement que les gens qui subissent les conséquences des projets miniers. D'un côté, il y a un raisonnement au périmètre du projet, dans le temps et dans l'espace de projet. De l'autre côté, des personnes qui raisonnent à l'échelle d'un territoire, à l'échelle extrêmement longue des générations futures qui vivront sur ces territoires, à l'échelle aussi extrêmement longue dans le passé de tout ce qui s'est passé avant et qui peut déterminer la réception d'un nouveau projet. Donc là, déjà, l'ambivalence du risque social, ça quand même, ça met à l'épreuve cet objectif d'acceptation. De même, le rôle pour la puissance publique de dérisquer l'investissement privé, pas tellement sûr que ce soit ça que la société attende de l'État sur les questions de transition. Et puis le premier point, partir d'une demande en minéraux existante et rechercher les ressources, bah, ça nous amène quand même à se dire, est-ce que l'acceptation est gagnée si il est quand même très facile d'imaginer une situation dans laquelle ceux qui subissent les risques d'un projet minier ne sont pas ceux qui bénéficieront des technologies de la transition. C'était exactement ce point-là que mettaient en évidence les détracteurs du green colonialism. Finalement, on pourrait se retrouver exactement dans la même situation que les projets aient lieu dans les pays du Sud ou en Europe. Alors sur ce dernier point, c'est quand même intéressant de revenir à ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire le travail de Guillaume Pitron, puis sa reprise après dans les médias. Dans le texte de l'article du Monde que vous avez ici, les métaux rares, la face noire des énergies vertes dévoilées sur Arte, euh, à la fois dans l'article et dans le livre, finalement, il y a le point sur il faut sécuriser les approvisionnements, pour assurer le fait qu'on puisse développer les technologies. Mais il y a aussi une question plus fondamentale, de quelle technologie a-t-on vraiment besoin? Et finalement, est-ce que la bonne question, c'est il faut assurer qu'on développe les technologies, ou est-ce que c'est pas plutôt quelle est la transition qu'on veut faire? Comment on peut répondre à certains besoins? Finalement, quelles sont les priorités collectives qu'il faut mener? Donc tout ça, ça nous amène à poser une question quand même assez générale, quelles ressources pour quelle transition, mais qui est quand même extrêmement importante à étudier si on veut précisément réussir la transition. Ça nous amène aussi à réfléchir peut-être à d'autres façons de penser la matérialité de la transition que le mode de raisonnement qu'utilise une initiative comme l'initiative européenne. Donc, l'initiative européenne part d'une demande d'existence et réfléchit à comment sécuriser l'accès aux ressources. Peut-être qu'on peut travailler par scénario d'usage, en testant différentes réalités, notamment certaines formes de sobriété. Peut-être qu'on peut partir de besoins de base. Peut-être qu'on peut partir, plutôt que de partir d'une demande d'existence, des priorités sociales. Autrement dit, plutôt que de se dire on a besoin de véhicules électriques, donc on a besoin de batteries, donc on a besoin de lithium, peut-être qu'il faut se dire on a besoin de transport, mais qui est ce on? Pour faire quel transport? Pour quelle société? Etc., etc. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ça s'exclut, et peut-être qu'il faut faire, peut-être que toutes ces approches sont nécessaires à être menées en simultané, mais dans tous les cas, je pense que c'est tout à fait crucial de bien se dire que quand on définit la matérialité de la transition, au sens quand on définit le problème de l'accès aux conditions matérielles qui vont réussir la transition, eh bien, on fait une opération politique.
on définit des priorités, on définit des façons de les atteindre, et donc c'est absolument pas neutre, et il est tout à fait important d'expliciter ces choix-là. Je terminerai par ce à quoi nous amène cette réflexion, puis ce petit exemple de cette récente initiative européenne, c'est que ça nous amène quand même à réfléchir de façon assez fondamentale aux choix politiques de la transition. Des choix politiques qui sont pas tellement, voilà, on est sûr que maintenant il faut avoir accès au lithium et comment on va faire pour y avoir accès, mais plutôt comment on repère des priorités collectives et finalement à quoi on tient. Est-ce qu'on tient au véhicule électrique? Est-ce qu'on tient à certains modes de déplacement? Est-ce qu'on tient à certaines façons de s'organiser en société? Ça veut dire de façon pratique, il y a deux conséquences pratiques. Quelle métrique de la transition? Comment on définit la transition? Comment on l'évalue? Comment on lui donne des capacités voilà, de réalisation concrète? Et puis, une conséquence euh, presque un peu philosophique, mais qui est aussi complètement pratique. Comment on décide et avec qui? Est-ce qu'il y a une capacité à se dire qui définit des priorités, qui est impliqué dans définir des priorités? Alors, vous voyez bien que là, on a quand même pas mal changé l'objectif d'acceptation de projets miniers tel qu'il est formulé dans le texte européen. On arrive à quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, beaucoup plus compliqué, qui a trait vraiment à ce que, avec des collègues en études sociales des sciences, on appelle un travail constitutionnel, parce qu'il s'agit vraiment de constituer des priorités, y compris de constituer de façon matérielle, mais aussi constitutionnel au sens presque du droit constitutionnel, hein, avec qui on décide comment on définit des priorités collectives, comment on fait fonctionner des institutions. Alors, une déplacement de l'acceptation au travail constitutionnel qui n'est pas du tout évident, qui demande énormément de travail, mais qui est sans doute nécessaire et qui est sans doute une condition, en tout cas, pour bien poser les questions politiques de la transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brice. Alors, il n'y a pas encore de questions, ça tombe bien, moi j'en ai. Euh, je voulais t'interroger sur, en fait, justement, cette question d'évaluation de la matérialité. Tu as bien précisé que, en fait, on passe de l'idée de se focaliser sur la transition, puis on glisse sur les aspects numériques. Avec le stratégique, on est dans le spatial, on va être dans la défense, on va être dans tout un tas d'autres sujets en réalité. Donc globalement, une fois de plus, on s'éloigne de la question du changement climatique. Mais je voulais avoir ton avis sur le fait que si on a cette réflexion au niveau européen pour la sécurisation de l'approvisionnement, peu importe si c'est une bonne comptabilité ou si elle est un peu surévaluée, comment on décline État par État et en particulier, si, est-ce qu'on est dans un cadre différent de celui de la question de l'énergie, où les politiques énergétiques sont de responsabilité nationale. Donc en fait, la transition finalement va être de responsabilité nationale, et tous les choix que tu mentionnais vont être relégués au niveau de chaque pays. Et donc la coordination s'en trouve encore plus complexe quand il s'agit d'avoir une politique européenne avec les caractères que tu as suggérés. Oui, bah c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, le texte, il laisse quand même passer une mécanique subtile entre définir des éléments qui sont à l'échelle européenne, notamment la liste des matériaux stratégiques, la liste des matériaux critiques, disons, un mode de raisonnement qui est commun, tu vois, le fait de dire il y a des projets qui sont définis comme étant stratégiques, qui doivent avoir des facilités réglementaires qui leur sont accordées par les États membres. Donc il y a cette partie, disons, niveau européen, mais aussi beaucoup de choses qui sont déléguées aux États membres, et notamment tout le cadre, la pratique du cadre réglementaire, notamment les travaux scientifiques d'évaluation des ressources, notamment les priorités concrètes qui sont donnés à choisir tel ou tel projet. Donc effectivement, c'est pas du tout, enfin c'est quelque chose où finalement, enfin, c'est assez représentatif finalement de la position institutionnelle des instances européennes, qui est plutôt là pour donner des grands objectifs qui sont en partie chiffrés, parce que tu as vu, ben, par exemple, c'est de dire il y a un certain pourcentage de projets qui doivent être menés en Europe, il faut diversifier les ressources, etc. Mais c'est pas du tout un texte qui fait une politique industrielle.
Tu vois, c'est pas du tout un texte qui va dire on a besoin de telle et telle technologie ou on a besoin et où on a besoin et par conséquent on a besoin de tel et tel minéraux. Donc il y a quand même c'est pas du tout une initiative qui permettrait de donner un cap très très clair en termes de quels minéraux, pourquoi faire. C'est plutôt une affaire de coordination, je pense, tel qu'il faut le voir. Ok. Alors, donc pour les questions, on a Guillaume Bussato qui se demande si la réouverture Oui. des mines en France ne pourrait pas générer quelques sursauts de ton point de vue. Et je te dirai sa seconde question après. Oui, bah, évidemment c'est un gros sujet. Alors il y a quand même un petit historique parce qu'il y a 10 ans il y avait eu une première tentative de relance minière qui avait eu lieu en France. Donc nous on a étudié ça avec des collègues du CSI et puis avec mon collègue Julien Merlin notamment qui est plus au CMSI maintenant qui travaille chez Engie. Et c'était assez frappant parce que donc il y avait c'était extrêmement controversé. Il y avait énormément de problèmes, de problèmes qui ont été cadrés comme des problèmes d'acceptabilité. Mais ce qui était assez frappant dans ces projets, quand même, c'est ce que je disais sur l'espèce d'alignement anticipé ou espéré du risque social se faisait pas du tout, parce qu'on voyait vraiment des façons de raisonner. Donc là, c'était à l'étape de l'exploration. Donc c'était vraiment des projets exploratoires, donc qui se manifestent vraiment dans les termes de l'investissement, c'est-à-dire on dépense en espérant gagner dans le futur. Et en fait, l'espace et le temps de la réflexion autour de ces projets ne correspondaient jamais avec l'espace et le temps de la réflexion des personnes concernées. Autrement dit, vous aviez des juniors minières qui raisonnait à l'échelle d'un portefeuille de projet en se disant il faut qu'on puisse démontrer qu'il y a quelque chose d'intéressant pour être racheté après par une major ou pour pouvoir, oui, pour pouvoir réussir le passage à l'exploitation. Donc on raisonne dans cet espace-temps-là. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui vivent vraiment dans des territoires, qui ont le souvenir de tout ce qui s'est passé avant, y compris des choses avec des conséquences environnementales très fortes, qui se disent qu'ils vont continuer à vivre sur le territoire et que leurs enfants et leurs petits-enfants y vivront encore. Et donc, était pas du tout. Enfin, l'alignement se pouvait pas se faire, y compris si bah, les juniors essayaient de réfléchir à des formes de compensation, de réfléchir à des formes oui, de compensation des activités. Là où ça se faisait de la façon la plus sereine, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, en tout cas, qui était relativement sereine, sans surprise, c'était dans des endroits où ces projets d'exploration s'inscrivaient dans un historique d'activité industrielle avec énormément de contacts entre les acteurs industriels, les acteurs du territoire, les acteurs de la société civile locale, où justement on pouvait dire qu'il y avait un travail constitutionnel local qui était proposé. Partout ailleurs, c'était extrêmement compliqué. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer s'il y a une deuxième relance minière? Bah, exactement le même problème de controverse locale qui est à mon avis encore assez maltraité par cette insistance sur l'acceptation ou l'acceptabilité, parce que bah, c'est le point de base, c'est-à-dire ça prend l'idée que les choses sont de toute façon déjà décidées, que les bénéficiaires des projets sont déjà définis et le fait que les bénéficiaires soient les mêmes que ceux qui vont subir les risques, c'est pas du tout évident. Donc là, il y a, à mon avis, un gros risque que ça fasse exactement la même chose. Dans cet ordre d'idées, qu'est-ce que tu penses des suggestions de Marie Codet qui dit est-ce que à ce moment-là, il faudrait pas mettre en place davantage de démocratie participative ou encore d'Éric Ferréol qui se demande si les ONG, les assos sont aussi inaudibles, enfin bien que très inaudibles, ne pourraient pas être de bons interlocuteurs pour prendre part à la définition des besoins en fait en termes de transition. Oui, oui, oui. Alors bon, et puis effectivement, c'est absolument crucial. Hein, alors il faut quand même dire plusieurs choses. C'est que d'une part, les considérations liées à la concertation, à l'implication, au dialogue avec les parties prenantes, maintenant, ça fait partie des projets extractifs. Donc la plupart des projets extractifs dans le régime de l'investissement international, disons typiquement, vous êtes financé par la société financière internationale, donc disons la branche de la Banque mondiale qui s'occupe des activités privées.
eh bien, vous devez montrer que vous avez fait de la concertation avec les parties prenantes, que vous avez impliqué les populations locales et au-delà, si possible, de la communication, c'est-à-dire avec une vraie implication. Simplement, dans le cas qui nous occupe, cette implication, elle se fait à l'échelle du projet, au service du projet et pour faire le projet. C'est-à-dire tous les autres choix ont déjà été pris. Comme là, on est quand même dans la question politique fondamentale, c'est quand même définir quelle transition on veut et pour quelle société. Ça ne peut pas suffire, cette participation à l'échelle du projet des populations. Puisque justement, elle ne peut pas poser la question de quels minéraux on veut pour quelle transition et pour bénéficier à qui. Donc nécessairement, c'est un travail... c'est un travail démocratique qui doit être plus long, plus loin, disons, plus profond, plus large, c'est aussi beaucoup plus ambitieux, enfin, c'est plus compliqué à faire. Mais en même temps, si on ne le fait pas, non seulement la version dialoguée à l'échelle du projet, ça ne marchera pas, mais en plus, ça va empirer les choses parce que ça dépolitisera les choix qui auront été faits sur quelle transition on veut et pour qui. Donc là, c'est quand même c'est compliqué à faire, mais c'est à mon avis absolument nécessaire. Sinon, ça risque, comme quelqu'un le disait dans le chat, d'amplifier encore des mouvements de type gilet jaune et finalement de refus des politiques qui seront faites avec l'étiquette de la transition. Donc pour faire ça, c'est sûr qu'il faut travailler avec différents types d'acteurs et notamment les ONG, effectivement. On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup, Brice, pour en fait, répondre à certaines questions sur le lien entre transition et matérialité avec Damien Goetz, donc, qui est enseignant-chercheur au Centre de géosciences, responsable de l'option ressources minérales pour les transitions de la formation des ingénieurs de Mines Paris PSL, et qui va, je pense, établir ce lien entre transition et ressources minérales. C'est à toi. Merci, Damien. Merci Nadia, les slides sont bien visibles. Oui, très bien. Ok, alors, pas simple d'enchaîner là en revenant sur les ressources minérales dans la transition après cet exposé de Brice qui nous a fait prendre beaucoup de hauteur, qui nous a invités à réinventer notre avenir. Merci pour tout ça, Brice. Je vais essayer, moi, de revenir sur la question de finalement quelles sont les problématiques principales que nous avons en termes de ressources minérales face à la transition telle qu'elle est envisagée aujourd'hui. Alors, je vais même d'abord prendre encore un petit peu plus de recul pour vous rappeler que en fait, les ressources minérales sont présentes partout dans nos vies. Et j'ai mis ces deux illustrations. Je pensais intervenir à peu près à l'heure du repas. Il est un peu plus tard, donc j'allais vous dire que certains sont encore en train de boire la bière, d'autres de se brosser les dents et vous faire prendre conscience à tous de toutes les substances que vous utilisez directement, indirectement quand vous avez ce type d'activité. Et j'ai pris ces illustrations dans une com d'une association australienne, Australian Mining, qui a sorti un document qui s'appelle 30 Things et qui a cherché simplement à illustrer l'importance des ressources minérales dans nos vies. Et comme c'est indiqué ici, leur message, c'est Everything comes from somewhere. If it didn't grow, it was mined. Alors, une autre manière de rappeler l'importance des ressources minérales dans nos vies, d'une manière générale, c'est de se rappeler que tous les objets manufacturés, en fait, sont composés de produits issus des ressources minérales, essentiellement les métaux. Bon, j'ai mis ici les deux objets manufacturés les plus emblématiques de ma génération ou de la précédente, j'espère pas des générations suivantes, et un objet emblématique des générations actuelles, le smartphone. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est matériaux de construction, donc infrastructures, bâtiments, et puis il faut aussi rappeler, tout à l'heure Brice faisait référence aux produits agricoles, il faut aussi rappeler que en fait, sans engrais, donc sans ressources minérales, on ne saurait pas faire marcher une agriculture productiviste comme on la pratique aujourd'hui, ou en tout cas on ne saurait pas produire la quantité de nourriture qu'on arrive à produire aujourd'hui avec ce type d'agriculture. Il y a certainement d'autres solutions pour faire ça, mais avec les choix qui sont faits, les engrais sont fondamentaux. Alors, si les ressources minérales sont présentes partout, elles sont aussi présentes dans la transition. Et donc, je vais l'illustrer rapidement avec deux points qui sont, un, la production d'énergie renouvelable. Et les deux sources les plus importantes en termes de capacité de développement d'énergie renouvelable, c'est évidemment le solaire et l'éolien. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est sur le solaire, en gros, on va dire qu'aujourd'hui, tout se concentre sur ce que j'appelle moi le photovoltaïque classique, donc la cellule silicium, mais qui nécessite quand même de l'argent pour avoir les collecteurs
des électrons qui sont libérés par l'effet photoélectrique. Donc, on a des fils d'argent qui sont déposés sur les wafers en silicium. La technologie alternative, la technologie dite d'écouchement, c'est une technologie qui représente aujourd'hui une part finalement relativement faible des cellules photovoltaïques en activité dans le monde, avec deux technologies qui s'opposent, enfin qui sont complémentaires, cuivre, indium, gallium, sélénium et cadmium, tellure. Du côté de l'éolien, en fait, tout va se concentrer sur la génératrice qui se situe dans la nacelle. Et donc, en gros, c'est la même chose qu'un moteur. Hein. Il vous faut un rotor et un stator. Et on va avoir en gros deux grandes catégories de solutions technologiques. Des solutions technologiques sans aimant permanent, où à la fois le rotor et le stator sont bobinés en cuivre, et des solutions technologiques avec des aimants permanents, dans lesquels pardon, on va avoir classiquement un stator bobiné cuivre et un rotor qui est fait avec des aimants permanents. Alors, si on regarde tout ça, pour donner juste quelques éléments, le photovoltaïque classique, ça représente aujourd'hui un peu moins de 10% de la consommation mondiale d'argent annuellement, donc c'est pas totalement négligeable. Les couches minces font appel à des métaux qui sont des métaux, alors je sais pas s'il faut dire rares, mais en tout cas à ce stade-là, mais en tout cas dont les marchés mondiaux sont tout petits, donc indium, gallium, ce qui limite énormément la capacité de production de ce type d'équipement au niveau mondial. Et puis, si je vais du côté de l'éolien, grosso modo, pour faire simple, il faut à peu près 10 tonnes de cuivre pour faire une éolienne de 5 mégawatts, si on est en 100% cuivre, et puis il en faut à peu près la moitié, plus 3 tonnes d'aimant. Donc, grosso modo, 900 kg de néodyme et 90 kg de dysprosium. Si on est sur des technologies avec des aimants permanents, ça permet de situer un petit peu les besoins générés par la transition et par la production d'énergie renouvelable. Deuxième aspect qui a été évoqué par Brice juste avant, c'est celui de l'électromobilité, où on a d'un côté le véhicule électrique, hein, quand on parle d'électromobilité, automatiquement on arrive sur la voiture, donc il faut d'abord un moteur, on va dire que le problème est traité, c'est la même chose que les générateurs des éoliennes, sauf que ça fonctionne en moteur, donc cuivre et terres rares, et puis il faut évidemment la capacité d'avoir un stockage d'énergie sur la voiture, donc soit une batterie avec toute la famille d'éléments qu'on va classiquement trouver dans les batteries lithium-ion, c'est ce qui est indiqué ici, graphite, silicium pour l'anode, et puis lithium, et puis métaux de transition globalement pour la cathode. Ou alors, si on est sur un véhicule hydrogène, il va falloir du platine pour la catalyse de la réaction. Mais il n'y a pas que le véhicule en lui-même, il y a aussi tout ce qui est infrastructure de transport et distribution de l'électricité et infrastructure de charge des véhicules. Et on retrouve là les métaux classiques des circuits électriques, donc cuivre et éventuellement aluminium. Alors, si on regarde ça, il nous faut donc des ressources minérales de manière significative. On a des besoins qui sont très importants qui vont arriver avec toutes ces technologies qu'on vient d'évoquer. Et en fait, toutes ces ressources sont tirées d'anomalies non renouvelables de la croûte terrestre. Alors, je vous ai mis en illustration ici à gauche un graphe qui rappelle la notion de Clark, donc la concentration moyenne des substances dans la croûte terrestre. Sur ce graphe, la concentration des substances est ramenée et comparée au silicium. Pour 1 million d'atomes de silicium, on a par exemple un atome de germanium, grosso modo. Donc, ça vous donne une idée de la rareté relative des différentes substances, et on voit que les choses qui sont particulièrement rares sont effectivement les éléments qui sont ici, qui sont essentiellement les métaux précieux. Et on voit aussi que les terres rares qui sont en bleu ici sont dans le même ordre de concentration qu'un certain nombre d'autres substances, par exemple le cuivre qui est ici. Donc en fait, cette remarque me permet de dire que les terres rares ne sont pas rares en concentration dans la croûte terrestre, mais sont plus rares en anomalie dans la croûte terrestre. Et c'est ça qui nous intéresse en fait, puisque c'est ça qu'on va chercher à valoriser quand on exploite, quand on va chercher à exploiter ces ressources. On va chercher des endroits dans lesquels on a ces anomalies de concentration. Alors ça, c'est vraiment la première étape de cette industrie, de la chaîne de valeur de cette industrie, c'est d'identifier et de délimiter des gisements. Et si j'ai un petit peu insisté là-dessus, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on cherche une aiguille dans une mule de foin, là, voire pire, d'une part, et d'autre part que c'est compliqué. C'est-à-dire déjà, il faut trouver, ensuite il faut réussir à comprendre la forme de l'objet, à quantifier son contenu, à quantifier sa qualité, enfin chercher la concentration en éléments qu'on a là-dedans. Et donc, ce sont des opérations qui sont à la fois coûteuses, risquées et longues, puisque ce sont des opérations qui vont se faire étape par étape. Et cette durée est quelque chose qui va revenir après et qui est importante de prendre en considération.
Alors, si on arrive effectivement comme ça à identifier des ressources, identifier des stocks de métaux, de substances, eh bien, on va en finir par définir donc des tonnages au niveau mondial. Et là, il y a un élément important à avoir en tête, c'est que quand on parle de tonnage, de stock, de ressources minérales, en fait, on utilise deux termes. On utilise le terme de ressources et de réserves. Et la distinction entre les deux est en fait une distinction avant tout technico-économique. C'est-à-dire que une réserve, c'est une ressource, quelque chose qu'on connaît, donc qu'on a identifié, dont on sait où c'est, mais c'est une ressource sur laquelle on a fait des études technico-économiques qui permettent de montrer qu'on a aujourd'hui une technologie qui permet de les produire dans des conditions économiques rentables au prix actuel. Donc, des ressources deviennent des réserves quand on a fait ces études technico-économiques. Et vous voyez qu'il y a un deuxième axe qui est l'axe de la précision géologique, où on part de ressources inférées, très très mal connues, on passe ensuite aux ressources indiquées, puis enfin aux ressources mesurées. Et évidemment, on ne fait pas de réserve avec des ressources très très mal connues, puisque la faisabilité technique et économique est infaisable quand on n'a pas une assez bonne connaissance de ces ressources. Alors, à partir de là, on se dit, OK, on a un stock. Est-ce qu'on a déjà éventuellement un premier problème de long terme, qui serait un problème d'épuisement? Est-ce qu'on va vers un pic copper ou un pic lithium comme on a beaucoup parlé du peak oil? Et je rappelle ici une petite illustration qui montre effectivement comment la production, par exemple au Royaume-Uni, a connu un premier pic, puis un deuxième pic avec les hydrocarbures offshore profonds, et puis une baisse significative plus récemment. Donc, dans les points de comparaison entre pétrole et métaux, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'a priori, les métaux ne sont pas consommés et sont recyclables à l'infini. C'est-à-dire, mon atome de cuivre, il était dans un gisement avant, maintenant il est dans un fil de cuivre, et il est toujours le même, égal à lui-même, et on peut le réutiliser. Alors là, ça c'est la version positive. La version un petit peu moins positive, c'est que il y a quand même une partie de ces atomes qu'on va avoir tendance à disperser. Alors par exemple, vous utilisez les uns et les autres de la bouillie bordelaise pour traiter vos plantes, et en fait la bouillie bordelaise c'est du sulfate de cuivre. Donc là c'est du cuivre qui est parfaitement dispersé dans la nature. Deuxième élément, l'efficacité des boucles de recyclage reste faible, voire très faible. On estime aujourd'hui à 30 à 40% le cuivre présent dans des objets manufacturés en fin de vie qu'on récupère, ce qui veut dire qu'on en perd 60 à 70%. Et encore, le cuivre, c'est plutôt bon, parce que si on va sur d'autres substances comme le lithium, on serait beaucoup, beaucoup plus bas, on serait à quelques pourcents au mieux. Et puis enfin, les métaux sont mis en œuvre dans les technologies modernes à des concentrations de plus en plus faibles et en association avec de plus en plus d'autres substances dans des éléments très compliqués et dont le recyclage n'est pas aussi simple que ça et ne permet pas d'atteindre des taux de récupération très élevés. Je vais dire autrement, où souvent les taux de récupération finaux sont limités par la complexité de l'objet qu'on cherche à recycler. Donc cette idée de recyclage à l'infini est en fait une idée théorique. En pratique, les ressources minérales vont être confrontées à un problème tout à fait similaire à celui du pétrole, de consommation progressive d'un stock non renouvelable. Donc la question peut se poser de savoir si on parle d'épuisement, est-ce qu'on est capable de commencer à parler d'échéance d'épuisement? Donc là, très rapidement, si je prends les données sur le cuivre, par exemple, on a aujourd'hui, alors c'est 2017, c'est plus tout à fait vrai, mais c'est presque les mêmes chiffres, on a aujourd'hui une connaissance de 800 millions de tonnes de réserves de cuivre. On en consomme à peu près 1 million de tonnes par an. Ça veut dire qu'on a 20 ans de visibilité devant nous si on parle de réserves. Et en fait, le graphe qui est présenté ici, en haut à droite, a pour objectif de vous montrer que cette notion, cette utilisation des réserves pour prévoir une échéance d'épuisement est en fait une erreur profonde, puisque si on regarde ce qui se passe depuis 1950 jusqu'à 2017, on voit que les réserves de cuivre ne cessent d'augmenter, elles ne baissent pas du tout. Et la deuxième chose qu'on voit aussi, c'est si on regarde la durée de vie statique, donc réserve divisée par rythme de production annuel, on constate qu'on est toujours aux alentours de 40 ans. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, on l'avait déjà il y a 50 ans, et il n'est pas totalement impossible qu'on l'ait encore dans 50 ans. Donc, les réserves ne sont certainement pas un bon indicateur pour définir une échéance d'épuisement. Les ressources, peut-être, pourraient l'être. Alors, oui et non, c'est-à-dire pour des substances pour lesquelles on a une bonne connaissance qu'on étudie depuis longtemps, comme le cuivre, par exemple, ça peut faire sens si on prend des substances comme le lithium, auxquelles on s'intéresse beaucoup depuis qu'on parle d'électromobilité. Vous voyez qu'entre 2008 et 2021, les ressources connues sont passées de 14 millions de tonnes de lithium à 89 millions de tonnes de lithium, soit de x6 en l'espace de 13 ans.
A priori, il n'y a pas de raison de penser que si on poursuit les efforts, on n'ait pas encore des découvertes supplémentaires importantes à l'avenir. Donc, si je résume, si c'est cette question de long terme, je dirais que le problème d'épuisement sur le long terme est une évidence, une trivialité. L'échéance reste incertaine. Et je prends ici pour illustrer, enfin ça n'empêche qu'on y travaille, je prends pour illustrer les travaux d'Emmanuel H. Alors je ne sais pas si Emmanuel est encore là, je l'ai vu dans la liste des participants tout à l'heure. Donc Emmanuel H a beaucoup travaillé à l'IFPEN sur des modèles de prévision de consommation de métaux liés au scénario de transition et montre par exemple dans le graphe de gauche que à l'horizon 2050, en fonction des scénarios, on consomme quand même entre 80 et 90% des ressources qui étaient identifiées en 2019 ou 2010 en termes de cuivre. Et qu'on est bien au-delà des réserves connues aujourd'hui. Mais enfin, vous avez compris que les réserves, ce n'est pas un critère important. À droite, vous avez la même chose pour le lithium, où on voit que finalement, les ressources, avec leur évolution récente, sont aujourd'hui très, très, très largement suffisantes pour assurer le court terme, le moyen terme, suivant qu'on définit la notion de court ou de moyen terme. Alors, derrière cette question de très long terme, on va revenir un petit peu sur des choses qui sont à moins long terme et je vais repasser rapidement sur la chaîne de valeur simplifiée de l'industrie des métaux. Donc, la partie géologie, on l'a déjà vu, l'identification des limitations d'un gisement. Après, on a une mine qui va chercher à sortir un minerai. On a un premier traitement qui cherche à séparer le minéral d'intérêt, c'est-à-dire celui dans lequel il y a le métal qui nous intéresse, des autres minéraux. Une roche est toujours composée de plusieurs minéraux. Et là, on va chercher simplement à séparer un minéral des autres minéraux. Et puis après, on a la phase de métallurgie où cette fois-ci, on s'attaque à la structure du minéral en lui-même et on cherche à séparer les éléments constitutifs de ce minéral pour arriver à l'élément pur. Donc, dans l'illustration ici, un lingot ou une cathode de cuivre pur. Alors, quand on regarde cette chaîne de valeur, il y a quelques éléments importants à voir. C'est qu'on est face à une industrie lourde. Mines et métallurgie sont deux industries qui sont, d'une part, très capitalistiques, une intensité capitalistique de l'ordre de 3, voire plus. Alors, ce qu'on appelle l'intensité capitalistique, c'est le ratio de l'investissement initial sur le chiffre d'affaires annuel. Ça veut dire que si vous avez une intensité de 3, il va vous falloir 3 années de chiffre d'affaires pour récupérer votre investissement. Autrement dit, si vous faites une marge de 50% sur ce que vous vendez, il vous faut 6 années de marge pour récupérer votre investissement. Juste pour donner quelques notions de temps. Et puis, en dehors du fait qu'on a une industrie très capitalistique, en fait, on a une industrie avec de très, très fortes contraintes de temps. Donc, les délais de développement de nouveaux projets miniers, les dernières études donnent une moyenne de 16 ans pour des projets de cuivre, une moyenne de 8 ans pour des projets d'exploitation de lithium, qui sont des projets, en règle générale, un peu plus simples, un peu plus petits, plus faciles à démarrer que les grands projets de cuivre sur lesquels les gens travaillent actuellement. Alors, face à cette industrie et à ces caractéristiques d'industrie, on a en fait une demande qui est très dynamique. Et là, je vous montre quelles sont les prévisions de l'AIE en 2023 en termes de demande de cuivre à gauche et de lithium à droite à l'horizon 2050. Et vous voyez qu'à l'horizon 2050, on estime qu'il va falloir 40 millions de tonnes de cuivre par an, soit à peu près le double de ce qu'on a aujourd'hui. Et à l'horizon 2050, on estime qu'il faudra à peu près 1200 kilotonnes de lithium métal par an par rapport à 100 000 tonnes de lithium métal par an aujourd'hui. Et vous voyez que la quasi-totalité de cette croissance, elle est en bleu clair. Le bleu clair, c'est la mobilité électrique. Donc, on a d'un côté une industrie qui a des constantes de temps dur, d'un autre côté des scénarios de transition qui imaginent une transition relativement rapide avec des besoins en métaux qui sont associés. Et je dirais, sans grande surprise, ça nous amène à un certain nombre de difficultés et de manière très claire, là, à gauche, des deux illustrations de l'AIE qui montraient ce qui manque si on veut assurer les trajectoires en lithium et en cobalt entre 2020 et 2030. Chose dont on a déjà pu sentir les conséquences avec une crise du lithium il y a un peu plus d'un an. Alors, cette situation, cette complexité à faire évoluer l'industrie assez vite pour répondre à une demande est en plus variable suivant les substances et sera particulièrement dure pour toutes les substances qui sont exploitées sous forme de sous-produits, parce que la production de ces substances, en fait, dépend d'une autre substance. C'est le cas, par exemple, du cobalt, dont la production dépend du nickel et du cuivre, mais il n'y a pas de production, quasiment pas de production pour le cobalt en lui-même.
Alors, donc, on voit là que la faisabilité technique de la production qui est sous-jacente au scénario de transition est déjà pas évidente. On n'est pas du tout sûr de pouvoir faire ça dans les temps dans lesquels on envisage de le faire. Le tout dans un contexte où on n'a pas un signal prix qui soit d'une très, très, très grande clarté. Donc, je vous ai mis là les courbes d'évolution du prix du carbonate de lithium, du cobalt et puis du cuivre. Et vous voyez que le carbonate de lithium, dont on a énormément parlé, eh bien, en l'espace d'un an, on est passé d'un pic historique à 60 000, même plus, dollars la tonne, à moins de 10 000 dollars la tonne de nouveau aujourd'hui. On parle beaucoup du cobalt pour les batteries lithium-ion de type NMC. Et vous voyez que le cobalt a eu des périodes à 90 000, 80 000 dollars la tonne et qu'on est revenu à 30 000 dollars la tonne aujourd'hui. Il n'y a guère que le cuivre pour lequel on est aujourd'hui à un prix un peu élevé et encore, malgré tout ce qu'on dit sur le cuivre et malgré tout ce qu'on dit sur la difficulté qu'il va y avoir à assurer la demande future, on n'est pas au maximum historique, on est redescendu par rapport au maximum qui était à peu près de 10 000 dollars la tonne. Une autre difficulté qui a déjà été beaucoup évoquée, c'est les oppositions des populations, enfin la difficulté à développer des projets, et c'est présent partout. J'ai fait exprès là de prendre 3 illustrations qui sont Amérique du Sud, Indonésie et Afrique. Et dernier point que je voulais aborder très rapidement, c'est au-delà de la dynamique de croissance, il y a aussi une question géopolitique qui est derrière tout ça, que j'illustre ici avec le cobalt. Si on prend le cobalt, on voit que la République démocratique du Congo a 46% des réserves connues aujourd'hui, mais qu'elle représente 72% de la production actuelle de cobalt. Donc, elle produit un choix industriel de développement ou des choix industriels de non-développement dans d'autres pays qui font que la RDC est beaucoup plus importante en production qu'elle ne le serait en réserve. Tout ça dans un monde dans lequel, en fait, la part de production de métal raffiné de la Chine est de 70%, pour le cobalt toujours. Et donc, ce qui me semble important de comprendre ici, c'est qu'on a une question géopolitique qui est à la fois géologique, où sont les gisements, mais qui est aussi, effectivement, une question de choix industriel. Et la Chine a fait le choix industriel d'un développement très fort de tout ce qui est métallurgie. Et donc, la Chine se retrouve effectivement aujourd'hui dans une situation où elle maîtrise, elle est largement dominatrice sur le cobalt raffiné, même si elle est tout à fait secondaire sur des questions de gisement et d'exploitation sur son propre territoire de cette substance. Pardon. C'est vrai pour beaucoup d'autres substances. Alors, cette question géopolitique soulève des questions de souveraineté et de sécurisation des approvisionnements qui ont été évoquées par Brice juste avant. En faisant un tout petit peu d'historique récente, c'est une prise Désolé, je ne peux pas faire ça. Ah, excusez-moi, il y a mon Siri qui a démarré, je recommence. Donc, faisant un tout petit peu d'historique récent, ça a commencé avec le super cycle des matières premières au moment de la croissance forte de la Chine, où on a vu les prix exploser et les entreprises et les consommateurs ont commencé à comprendre que, attention, les ressources minérales, ça a quand même une importance. Et puis, ça s'est évidemment concrétisé très fortement avec la crise des terres rares en 2011, qui est illustrée par le graphe d'évolution des prix, où certaines terres rares ont vu leur prix multiplié par 100 quand la Chine a menacé de limiter fortement ses exportations de terres rares et donc de limiter la disponibilité de certaines terres rares, en particulier celles pour les aimants permanents, pour le reste du monde. Ça s'est accompagné en France de la création du COMES, Comité pour les métaux stratégiques, en 2011, qui a mené pas mal d'études de type analyse de criticité avec les équipes du BRGM et Minéral Info. Et c'est quelque chose que Brice a évoqué tout à l'heure, la question de la criticité des métaux. Et vous avez ici la dernière, je crois, matrice de criticité publiée par le BRGM, dans laquelle on voit donc qu'une substance est d'autant plus critique que le risque de rupture d'approvisionnement est fort et que l'impact sur l'économie en cas de rupture va être élevé. Et vous trouvez dans cette liste les terres rares en violet, les platinoïdes en vert, et puis un certain nombre d'autres métaux, le cobalt, le lithium, etc. Des métaux que j'ai déjà évoqués, qui jouent un rôle important dans la transition. Alors, je crois que c'est ma dernière slide pour indiquer qu'effectivement, on est en termes d'initiative, il y a une actualité extrêmement forte. Brice évoquait tout à l'heure le rapport Varin, qui date de début 2022. Fin 2022, il y a eu la création de l'OFREMI, l'Observatoire français pour les ressources minérales pour les filières industrielles, pardon.
La dernière initiative la plus récente qui vient de démarrer, en fait, c'est le lancement d'un fonds d'investissement dédié aux minerais et aux métaux critiques, dont la gestion est confiée à Infrabia, un gestionnaire de fonds privés, avec un apport de 500 millions d'euros de la part de l'État et un objectif pour le gestionnaire de fonds d'aller faire un effet de levier en allant amener des investisseurs privés en complément à hauteur, si possible, de 2 milliards ou plus. Voilà, tout ça vous montre un petit peu que, en fait, on est face à une industrie qui a des caractéristiques qui font que son développement est contraint dans le temps, contraint par des besoins financiers extrêmement importants, que ces éléments sont en train d'être pris en compte progressivement, mais que on peut se poser des questions sur la faisabilité des scénarios de transition qui sont produits aujourd'hui, en particulier en termes de mise à disposition des ressources minérales qui seraient nécessaires à ces scénarios. Voilà, je vais en rester là. Et je vous remercie de l'invitation à participer à ce webinaire. Merci Damien. Pour juste initier la conversation, je voudrais savoir si tu peux nous dater un peu cet emballement pour ces ressources euh, et, et par rapport à la première slide que tu nous as montrée avec l'illustration du spectre dans lequel on trouve finalement l'usage de tous ces minéraux. Qu'est-ce qui a créé le décollement et comment tu vois la répartition entre ce qui relèverait de besoins liés au changement climatique et à la lutte contre le changement climatique, je reviens quand même à cette obsession, par rapport aux autres usages qui sont d'un tout autre ordre. Alors pour moi, ce qui a réellement fait réagir très très fort sur les ressources minérales dans le monde occidental, qui avait quand même un peu tendance à considérer que la disponibilité des ressources minérales, bah, c'était quelque chose de normal, de logique, de facile. Donc ce qui a vraiment fait bouger les choses, de mon point de vue, c'est quand même avant tout la crise des terres rares en 2011, c'est-à-dire la prise de conscience du fait que quand on a fait des choix industriels qui ont conduit à concentrer dans un seul pays, la Chine, la quasi-totalité de la production de terres rares. Il s'en découle une dépendance extrêmement forte vis-à-vis de ce pays. Et ça, je pense que ça a vraiment été le déclencheur de beaucoup, beaucoup de nouvelles réflexions et d'une attention particulière sur ces questions de souveraineté. Il y a eu, enfin, je l'ai dit un petit peu dans la présentation, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais il y a eu la période de ce qu'on a appelé le super cycle, qui grosso modo va de 2005 à 2012. C'est la période de très forte croissance de la Chine. Et si je fais un tout petit peu d'historique, par exemple sur le cuivre, le cours du cuivre de 1980 à 2005, il bouge entre 1500 et 3000 dollars la tonne, il monte, il descend, il monte, il descend, et ça sort jamais de là. Et là, dans le super cycle chinois, on est monté à 10 000 dollars la tonne. Et là, c'est vraiment une question d'équilibre offre-demande. Tout d'un coup, la Chine la demande chinoise monte très, très fort. Le monde n'est pas préparé à ça. L'industrie minière n'y est pas préparée. Donc, il y a un problème d'équilibre offre-demande et les prix explosent. Ce super cycle s'est arrêté parce que la croissance de la Chine s'est ralentie, la capacité de développement, les capacités de production se sont développées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, passé aujourd'hui, mais derrière est arrivée effectivement la crise sur les terres rares qui a permis de comprendre que ce n'était pas seulement une question de prix, c'était peut-être aussi à un moment donné, même bien pire que ça, une question de disponibilité. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, où est-ce que la question de la transition, et en particulier de la transition énergétique, a une influence extrêmement forte? Bah, c'est les métaux que j'ai cités au départ. Alors, c'est vrai que le temps ne permet pas de donner tous les chiffres, mais le lithium aujourd'hui, bon, c'était très visible dans la prévision de demande en lithium en 2050. En fait, à partir de maintenant, 90% du marché du lithium, c'est les batteries des voitures électriques. Donc là, l'influence de la transition sur le marché du lithium elle est fondamentale, triviale. Enfin, voilà, c'est plus que ça. Le cobalt, c'est une situation un petit peu particulière parce qu'effectivement, comme c'est un sous-produit dont la capacité de production est quand même dictée plus par le cuivre et le nickel que par le cobalt lui-même, dès qu'on génère un besoin en cobalt, ça crée des tensions. Or,
les batteries lithium-ion, les cathodes des batteries lithium-ion, en particulier celles qui sont favorisées en Europe et aux États-Unis parce qu'elles ont une plus forte densité énergétique, donc ce qu'on appelle la batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, ou la batterie NCA, nickel, cobalt, aluminium, bah, ces batteries-là, effectivement, ont un contenu cobalt. Et donc là aussi, il y a une relation forte entre cette substance et la transition énergétique. Et puis, pour finir, j'ai pas mal parlé de cuivre, c'était pas par hasard. Hein. On va vers un monde électrique et notre conducteur, notre meilleur conducteur électrique, ça reste le cuivre. Et donc, quand on prend le cuivre et qu'on se dit, OK, c'est 20 millions de tonnes par an de production et de consommation, s'il faut mettre 10 tonnes de cuivre dans une éolienne de 5 mégawatts, bon, c'est pas dramatique puisque on peut faire 100 gigawatts d'éoliennes avec 200 000 tonnes de cuivre. Si je ne me trompe pas, je fais un calcul de tête rapide. Donc on est loin, ou 2 millions peut-être, non, 200 000 je crois. On est loin de la consommation mondiale. Mais quand on additionne le cuivre des éoliennes, le cuivre des photovoltaïques, le cuivre des réseaux électriques, le cuivre des installations de chargement de voitures, le cuivre des moteurs électriques des voitures, quand on additionne tout ça, on finit par avoir un impact significatif sur une substance dont le marché est déjà important, mais sur lequel on peut se poser des questions sur la capacité à faire croître la production au rythme auquel il faudrait la faire croître du fait de la transition. Je ne sais pas si ça répond correctement à tes questions. Si, tout à fait. Ça me laisse perplexe sur la planification de cette transition, mais je ne ferai pas de commentaire. Alors, si enfin, j'insiste quand même par rapport à la planification de la transition, c'est en gros, moi je le perçois aujourd'hui de cette manière-là, c'est que grosso modo, on a des objectifs de transition, des scénarios, des cibles en termes de réchauffement, en termes d'émissions de CO2. L'AIE et d'autres transforment ça en des scénarios d'évolution des systèmes de production d'énergie et de la mobilité. Et puis après, ben, on transforme cette vision de la transformation énergétique et de la mobilité en une demande en métaux. Et en face de ça, il y a des acteurs économiques, des entreprises privées qui, elles, sont des entreprises minières et métallurgiques et qui réagissent quand même avant tout à un signal prix. Or, le signal prix, il est pas très clair aujourd'hui. C'est comment engager quelqu'un dans un projet, comment faire pour que quelqu'un s'engage fortement dans un projet lithium si, en l'espace d'un an, là, le prix du lithium est divisé par 10. Il y a un an, tout le monde était très excité par le lithium. On l'est toujours, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile pour un groupe comme Imerys qui a un projet dans l'Allier en France ou pour Eramet, quand même beaucoup plus difficile d'avancer quand on nous dit, bah voilà, aujourd'hui, le prix du lithium, c'est 10 000 dollars la tonne de carbonate de lithium, que quand on a une vision de long terme qui soit plus favorable que ça. Or, tout montre que les prix devraient monter, mais les prix actuels ne sont pas forcément à des niveaux très, très, très favorables au développement de l'industrie. Ok, donc on oublie hein, dans cette réponse le point de vue des communautés qui nous a été largement partagé dans le premier exposé, n'est-ce pas? Bon, évidemment. Alors, je te pose quand même les questions. Quid de l'exploitation? Donc, je vais le dire en vrac. Alors, le fond des mers, les astéroïdes, etc. On voit il y a quand même un grand débat aussi sur la législation autour de l'appartenance de ces fonds marins. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à ton distinguo ressources, réserves, compétitivité économique? Ok, alors pour moi, les astéroïdes, ça n'est même pas des ressources, ça relève du fantasme. Mais bon, peut-être que dans 2 siècles ou dans 3 siècles, on saura faire quelque chose. Mais enfin, là, aujourd'hui, tout de suite, je vois vraiment pas les astéroïdes comme une source sérieuse, crédible de ressources minérales. Les ressources minérales marines, bon, c'est plus facile, c'est plus accessible, sans aucun doute, c'est mieux connu. Encore que ça reste assez mal connu, malgré tout. Euh, bon, je dois avouer que je ne suis pas un grand fan des ressources minérales marines. En fait, quand on prend les nodules polymétalliques, c'est une source de cobalt, de cuivre, de nickel et de manganèse.
Ça n'est ni un gisement, enfin c'est un gisement, je dirais, normal ou un gisement moyenne gamme de chacune de ces substances. Alors quand on a les quatre ensemble, évidemment, on peut se dire, ah bah oui, mais si c'est à la fois un gisement de cobalt et un gisement de cuivre, un gisement de nickel, finalement, ça doit faire un bon gisement. Certes, en valeur contenue, ça peut faire sans doute un bon gisement. En difficulté d'exploitation, c'est quand même très, très, très haut, quoi. Bon, là, pour le coup, pour le moment, en France, il y a un moratoire qui a été décidé en attendant d'y voir plus clair sur ce que seraient les conséquences, les impacts environnementaux de ces exploitations, dont on n'a absolument aucune idée aujourd'hui. Donc, ouais, pour moi, c'est pas, ça change pas fondamentalement la donne, si ce n'est sur le cobalt. En fait, il y a plus de cobalt connu sur la planète en ressources. Si on est vraiment dans des ressources pas bien définies, il y a plus de cobalt dans les fonds marins qu'il y en a en onshore. Et donc, pour le cobalt, ça pourrait changer pas mal la donne en termes de disponibilité de ressources. Pour les autres substances, je vois pas de réel impact extrêmement fort des ressources minérales marines. Marie Codet te demande si le regain d'intérêt pour les activités minières sur le sol européen se traduit en investissement public ou privé, et si ces derniers sont suffisants pour mettre en place des procédés miniers intégrant les externalités négatives de ces projets. Alors, des projets miniers en Europe, oui. Alors, c'est très variable suivant les pays dans lesquels on va aller, hein. Les pays d'Europe du Nord, en particulier la Finlande, est en fait extrêmement active. Il y a beaucoup de projets, de nouveaux projets d'exploitation en Finlande. Il y a aussi des choses en Suède, mais la Suède, ça commence à devenir plus difficile, même si la Suède est encore un pays minier important, avec d'une grosse exploitation de cuivre, avec plusieurs mines souterraines de métaux de base, avec une très très grosse exploitation de fer. Donc, c'est des contextes qui sont assez différents en fait du contexte de la France où sur le territoire métropolitain, on n'a plus de mines, sauf une mine de sel près de Nancy qui existe depuis très très longtemps et qui continue à produire. Donc, en Europe, il y a des choses qui se passent, il y a des pays qui développent. Au Portugal, il y a pas mal de projets aussi qui se développent autour du lithium en particulier. Euh, bon, je pense que les projets qui sont développés, je dis je pense parce que je ne suis pas impliqué dans ces projets et que je ne suis pas allé regarder de près quelle est la réglementation finlandaise. Mais la réglementation finlandaise, je pense, est une réglementation relativement sérieuse. Donc les impacts environnementaux sont, j'imagine, bien pris en compte. On fait les choses dans les règles, dans le cadre des règles en vigueur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, Si maintenant on s'intéresse à la France, en France, on a aujourd'hui un projet, qui est le projet que j'ai cité tout à l'heure, projet de lithium dans l'Allier, et c'est le seul. Donc ça signifie que on bouge quand même relativement doucement. Après, il faut se mettre à la place des industriels en question. Il n'y a plus de mines en France, il n'y a pas eu de mine ouverte en France depuis au moins 40 ans, je pense. On sait que les réactions d'opposition au projet sont fortes. Donc, bah, il n'y a pas beaucoup de candidats. Les candidats ne bousculent pas pour essayer de développer des projets en mettant en œuvre des dialogues bien construits, qui ne soient pas juste des objectifs d'acceptabilité, mais comme le disait Brice tout à l'heure, c'est pas simple à faire à l'échelle d'un projet. Donc, la situation actuelle de ce projet dit Émilie là, de lithium est une situation très particulière parce que cette exploitation de lithium est sous une mine à ciel ouvert de kaolin. Donc, ça veut dire que localement, il y a déjà une activité minière, que on est dans une zone relativement peu peuplée. Il y a pas, il y a une population locale qui est habituée à l'existence d'une exploitation minière. Malgré tout ça, enfin, je dirais que l'exploitant avance doucement et prudemment dans le développement de son projet et s'interroge effectivement sur son taux de probabilité de pouvoir arriver au bout, de mon point de vue. Et justement, pour rebondir là-dessus, de ton point de vue de géologue, je dirais, est-ce que, il y a une crédibilité entre l'attente de produits et le déploiement de projets miniers qui puissent renvoyer à ce niveau de production, et notamment dans les pays où l'acceptation dont parlait Brice, hein,
est quand même de plus en plus délicate à obtenir. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que ta question, c'est est-ce qu'en France, on sera capable de produire le lithium dont on a besoin pour nos voitures françaises? C'est-à-dire quand on voit le niveau de production fourni par la RDC pour le cobalt, est-ce que c'est pas ce type de schéma sur lequel on se repose en fermant les yeux? Parce que ça pose trop de problèmes de déployer des exploitations, quand bien même les gisements seraient présents dans les régions du Nord, tu vois. Oui, alors je vais retourner la question dans l'autre sens en disant qu'il y a un certain nombre de substances sur lesquelles la question ne se pose pas parce qu'il y a effectivement une hétérogénéité de répartition des gisements sur la planète qui est telle qu'on ne peut pas s'en sortir autrement qu'en acceptant que la substance vienne essentiellement d'un pays. Alors la RDC, avec son cobalt et ses 50% des réserves mondiales de cobalt, en est un exemple. À très long terme, le Maroc, avec ses 75% des réserves mondiales enfin des ressources mondiales de phosphate, en sera un autre. On ne sera pas dans la transition, on sera sur un autre sujet. Là, tout de suite, dans l'immédiat, l'Afrique du Sud, qui détient entre 80 et 90% des ressources connues de platinoïdes, sera totalement incontournable si on veut développer vraiment la filière hydrogène. Et là, c'est pas une question de volonté de développement, c'est que on peut toujours chercher en Europe, on n'a pas de gisement de platine, donc on ne pourra jamais produire du platine en Europe. Ça c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça dépend à quelle géométrie on se met. Si on se met sur le géométrie, le périmètre de la France, il y a une seule substance sur laquelle on pourrait imaginer qu'on redevienne effectivement un producteur un petit peu significatif qui pourrait peut-être être pas trop loin de notre besoin interne. C'est le lithium aujourd'hui, avec la mine le projet minier dont je parlais, mais aussi avec tout le lithium qui est lié aux saumures géothermales dans le bassin rhénan où il y a des projets très significatifs aujourd'hui de production, donc à partir des saumures géothermales, donc dans une association production d'eau chaude et production de lithium, le tout allant avec le développement de la géothermie urbaine, mais aussi avec des idées de réindustrialisation dans le bassin rhénan d'entreprises qui pourraient venir s'y installer parce qu'elles seraient intéressées par la chaleur à coût la chaleur à faible contenu CO2 et à coût raisonnable qui est liée à la géothermie. Mais en dehors du lithium, si on ferme sur les frontières françaises, en dehors du lithium, il y a guère d'espoir qu'on arrive à relocaliser. Donc, si on regarde beaucoup plus large, si on regarde au niveau européen, plus on va prendre des zones fortes et plus larges, plus on aura de chances d'arriver à quelque chose où on pourra se dire, OK, peut-être qu'on peut être plus ou moins, alors je dirais autonome, j'en sais rien, mais qu'on peut équilibrer production et consommation. Bon, si on regarde au niveau européen, probablement qu'on peut le faire sur un certain nombre de substances, si effectivement on arrive à redévelopper des exploitations. Donc, je pense qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations très différentes suivant les pays. Il y a des pays dans lesquels l'industrie minière est assez facilement acceptée, et puis il y a des pays dans lesquels l'industrie minière est très difficilement acceptée. Je pense que la France fait partie des pays les plus forts dans la deuxième catégorie. Mm. Je pense que c'est un point sur lequel on peut conclure et peut-être se reposer la question de la planification de la transition en mettant la contrainte que tu viens de d'écrire sur l'autonomie en ressources locales, ce qui conduirait à repenser totalement le plan de mobilité, le plan de consommation et le plan de mode de vie. Donc, je te remercie beaucoup. J'ai pas forcément répercuté, j'ai essayé de répercuter toutes vos questions, les remarques que je vous ai laissées échanger entre vous. Et je vous remercie pour votre participation. Je remercie encore les trois intervenants. Je pense que c'était très intéressant de partir du concret jusqu'à revenir aux enjeux de la transition politique et technologique. Et je vous invite alors à notre prochaine session qui aura lieu le 21 mars. Alors, on ne sait pas si on va oser l'intituler Réarmer l'entreprise, mais l'idée, c'est de regarder ce que les enjeux climatiques bousculent cette entreprise en termes de modèle, de gouvernance, d'indicateurs. On aura encore un collègue du Centre de sociologie de l'innovation qui interviendra.
et on élargira sur les enjeux de comptabilité et les enjeux de modèles de gestion. Voilà, on vous fera parvenir très rapidement le programme. On vous remercie encore de participer à ces webinaires et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.